Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous allons parler aéronautique aujourd'hui, puisque j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Michel Bogaert, qui est le président de l'association RRAA, je sais pas trop comment on dit d'ailleurs, Michel. RRAA. RRAA, voilà, donc qui veut dire reconstruction, réplique, avion ancien. Bonjour Michel. Bonjour. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez pu le voir sur TLSV cette semaine, entre autres, le Mosquito, ça y est, a volé. Il a été baptisé en grande pompe et dans toute la tradition aéronautique samedi sur le terrain d'aviation de Fontenay-le-Comte. Ah bah oui. Depuis le départ, ou la dernière intervention de TLSV, ça fait donc à peu près 1 an et demi. 6 mois après, on mettait l'avion en l'air, c'est-à-dire il y a 1 an, c'est-à-dire au mois d'avril. Et là, maintenant, c'est l'inauguration. On arrive à la fin du programme des essais, c'est-à-dire que l'avion va perdre son W expérimental pour avoir l'immatriculation définitive, ce qui va nous permettre d'évoluer partout où on voudra dans l'Europe, quoi. Alors je parle du Mosquito comme s'il était mondialement connu, il l'est encore, mais pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas, on va rappeler l'origine de cette folle aventure commencée il y a 17 ans. Il y a 17 ans, oui, une histoire de fou, comme d'habitude. Tout ce qui est aéronautique, il faut déjà être un petit peu fou pour faire. Donc, cette aventure, qui est une aventure aussi humaine, parce que ça fait regrouper 3 ou 4 personnes au départ. Maintenant, on en est à 9 ou 10, parce que les équipes ont évolué. Il y a eu les constructeurs, après il y a eu les préparateurs. Actuellement, on a toute une équipe de préparateurs. Et ensuite, il va y avoir une équipe de présentation, des présentateurs en vol. Donc, c'est une évolution normale pour l'avion, quoi. Autrement, cet avion-là, on l'a démarré donc il y a 17 ans, avec rien, même pas d'argent. Surtout pas. Mais surtout plein de bonne volonté. Et voilà. Sur une histoire de fou, bien sûr. Et on a réussi à mettre ça petit à petit, tous les dispositifs, le puzzle, on l'a tout rassemblé. Ce qui fait qu'au mois d'octobre 2010, on avait terminé au moins la construction. Alors il y a 17 ans, c'est ça, c'est 3 pilotes qui viennent de passer leur qualification bimoteur et qui se disent, mince, on n'a pas d'avion pour voler, on va en faire un. Oui, c'est ça, oui. Pas plus compliqué que ça. Au bar, c'est toujours... c'est simple, au bar. On règle tous les problèmes rapidement. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'après avoir passé les qualifications multimoteurs, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire avec ça parce que le prix de l'heure était à l'époque de 170 000 anciens francs. Voilà. On parle encore d'anciens francs pour l'époque. 1700 francs. C'était énorme. Donc on a dit on ne pourra jamais voler là-dessus. On s'était fait plaisir à passer cette qualif. Alors il y en a un dans le tas qui était M. Christian Nicolas, qui est décédé depuis suite d'un accident du ULM en Afrique. Et lui, il a dit, mais si on fabriquait un avion, ça serait quand même beaucoup moins cher, et puis ça nous ferait plaisir déjà de le faire, et ensuite de voler là-dessus. Et l'idée est née comme ça. Et ensuite, vous n'étiez pas des professionnels de la construction aéronautique, hein, juste des passionnés d'avion. Pas du tout. Le seul rapport avec l'aviation qu'on a là-dessus, c'est qu'on est tous pilotes, voilà. Qu'on est tous retraités, et qu'on a tous été plus ou moins engagés dans les systèmes ou travail ou entretien des avions, quoi. Alors le Mosquito, comment le choix s'est arrêté sur cet appareil bien particulier ? Alors le choix est arrêté justement après la discussion de savoir si on allait pouvoir faire un avion ou pas. Et il était préférable de faire un avion en bois parce que Christian Nicolas préférait le bois, d'une part, et puis on n'avait pas le choix bien définitif. Alors si on part sur le bois, il y avait quand même que peu d'avions qui existaient encore, qui ont fonctionné pendant la guerre. Pendant la guerre. Donc on avait le choix entre un avion qui n'a jamais fait la guerre, qui était le Cautron Goéland, mais pas très beau, pas très connu, ou alors la merveille de bois, le Mosquito de Havilland, qui est de loin le plus bel avion de tout ce qui a pu jamais être construit, surtout pendant les avions de la guerre de 40. Et qui s'appelait vraiment à l'époque la merveille de bois. C'était vraiment son surnom. Il s'est appelé aussi Rêve de termite. Hein. Il n'y avait pas que toutes les qualités, mais enfin, c'était vraiment un très très bel avion. Hein. Donc avion, si on parle un peu de ses caractéristiques, avion donc bimoteur, des années 40, anglais. Oui, de Havilland. De Havilland a repris une étude d'avion de course qui était le Comet, qui avait volé en 1937. Et à partir de là, ils ont extrapolé sur ses performances de cet avion, sur les lignes de cet avion-là, un petit bombardier léger.
Et ensuite, ils l'ont réallégé avant de le mettre en service. Ils l'ont déjà réallégé pour en faire un avion d'observation. En fin de compte, ils sont arrivés avec 2 fois 1000 chevaux, avec un avion qui faisait 16 mètres d'envergure et 12 mètres de longueur. Ils sont arrivés à avoir une machine qui volait à 660 km/h. Belle performance. C'était impressionnant, c'était le plus rapide de l'époque, si bien qu'ils ne l'avaient pas, même pas armé, parce que s'il était poursuivi, ils mettaient les gaz, s'en allait. Ils n'étaient pas embêtés, quoi. Alors le vôtre était un peu plus petit, échelle 3/4. Il était à l'échelle 3/4, oui, parce qu'il y a deux raisons. Ça, la première, c'est qu'on ne pouvait pas construire plus grand qu'on a fait dans notre atelier. On était déjà qu'à 1 mètre des murs, donc on ne pouvait pas rajouter 2 mètres de plus sur l'envergure. C'était impossible. L'atelier Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on ne trouve pas de moteur. Il fallait des moteurs d'environ 1000 chevaux ou un peu plus. Et on n'en trouve pas. C'est des moteurs de la guerre de 40. Il y a longtemps qu'ils sont remplacés par les turbines maintenant. Donc on n'a plus de matériel dans ce sens-là. Donc on s'est rabattu on a diminué un petit peu la vitesse, on a diminué le poids, on n'emmène pas de bombes. Donc avec tout ça, en réduisant l'échelle, on obtient maintenant un fonctionnement avec 600 chevaux. Et pendant 33 000 heures, vous avez tout fait. 33 000 heures de boulot, oui, pendant 17 ans. Ça s'est réparti d'une façon très, très régulière jusqu'à la mort en 2002 d'André Colette. Colette, oui. Au départ, il y avait André Colette, un amoureux du bois, qui a donc pris la responsabilité de la construction en bois. Il y avait Lionel Blanc, qui lui est en retraite aussi maintenant, toujours avec nous. Mais lui, il assurait tous les calculs, et surtout qu'il avait fait toute sa carrière au centre d'essai en vol, donc il était apte à faire vraiment... Il avait les compétences, quoi. Et puis moi, qui ai réalisé toute la coordination, d'une part, et d'autre part, toute la réalisation de toutes les pièces mécaniques, quoi. Et l'étude de tous les systèmes. Oui, il y en a beaucoup. Vous n'avez pas compté? Non, pas du tout. Non, on arrête au bout d'un moment. Ils sont comptés quand même, mais enfin... Ouais. Mais on a quand même travaillé en pointant pratiquement pendant 6 ou 7 ans. Pendant 17 ans, jamais de découragement devant cette montagne de travail. Pas du tout. Non, jamais. On se faisait tellement plaisir à réaliser cette machine, parce que tous les jours apportait son problème quotidien. C'était un véritable challenge, il fallait trouver des solutions, pas toujours très bonnes, mais il fallait trouver des solutions. Quand on n'était pas sûr de nous, on s'adressait à d'autres ingénieurs de Airbus Industrie ou ailleurs. C'est un monde assez fermé, l'aviation, mais on s'entraide facilement. Donc tout ce qui était douteux, on passait par, y compris par la direction générale de l'aviation civile, parce que M. Klinka nous a donné un sacré coup de main là-dessus. Alors c'est un avion qui, outre cet aspect humain de construction, cette histoire, vous avez voulu aussi, à travers lui, raconter une histoire, celle de son pilote, à l'origine, Mac Gouetch. Racontez-nous un petit peu ça. Plutôt que de présenter un avion lambda sans grand intérêt général, sans âme, on a reproduit la livrée de l'avion de Max Gage. Max Gage était devenu Wing Commander du 143e escadron de la RAF. Il était donc le patron de ça, qui était équipé que de Mosquito. Il en était le patron, il était un meneur d'hommes extraordinaire. Et donc on a repris son histoire parce qu'il a été jusqu'à la mort. Il a quand même, il faisait partie des forces aériennes françaises libres. Et donc il travaillait pour le général de Gaulle et pour notre liberté par là même. Et oui. Donc il est allé jusqu'au bout en accumulant une quantité phénoménale de missions. Il était toujours parti et il traînait toujours derrière lui, toujours forcément ceux qui l'aimaient bien, c'est-à-dire tous ceux qui étaient avec lui, quoi. Et malheureusement, le 15 janvier 1945, il avait pour mission de détruire un pétrolier allemand. C'était très important parce qu'il devait ravitailler les sous-marins qui quand même harcelaient en Atlantique tous les bateaux des Alliés. Donc il fallait absolument couler ça. Et ici, il a repris une dizaine de fois à canonner et mitrailler cette machine. Et il a fini par perdre un moteur en vol par la flaque. Malgré ça, il a continué et il a réussi quand même à faire son travail, à couler. Mais il avait 12 Folke-Vogel derrière lui, ils l'ont envoyé à la mer. Il est mort dans les fjords de Norvège. Ouais. Donc c'est un avion qui lui rend hommage. Voilà, on rend hommage à cette action héroïque. D'où j'ai appris ça samedi lors de son inauguration, ça, les casseroles d'hélice qui sont jaunes, qui indiquent que c'est le chef d'escadron. Pour matérialiser l'avion, il y a l'immatriculation. Alors dessus, il y a NE, ça correspond au escadron 143.
Le K correspond à l'avion du patron, Le patron, ouais. du chef. Et comme on voit pas tellement les lettres en combat, surtout par des temps plus ou moins douteux, souvent, surtout dans ces régions-là, il fait rarement du beau soleil, et puis c'est pas là où on fait la guerre en général. Donc il avait en plus, lui seul, il avait les deux cônes d'hélice peints en jaune, parce que ça c'était plus facile de repérer le leader, donc en fin de compte, en vol, quoi. C'est la raison. Alors on est très bavards tous les deux, Michel, et on arrive presque au terme de cette émission, mais tout ça pour dire qu'effectivement maintenant cet avion, d'où peut-être un peu de nostalgie, il va vous échapper un petit peu, parce que maintenant on va le voir dans tous les meetings en France et sûrement à l'étranger aussi. Oui, c'est quand même un avantage, puisqu'il a l'air de donner de très bons résultats. Donc on va maintenant le faire partager, cet amour pour cet avion, on va le faire partager à tous nos fans, parce qu'on a actuellement un peu plus de 500 fans qui sont membres de notre association et qui nous attendent dans tous les meetings de France et d'ailleurs. Alors là, vraiment, on va leur apporter la machine qu'ils attendent, quoi. C'est un petit passement au cœur de le voir partir. Non, pas du tout. D'abord, il part pas. Il part pas loin, il revient. J'espère bien faire partie de l'équipage de temps en temps, quand même. Ah il y a intérêt. Il part pas. Puis, au contraire, c'est une fierté quand même de pouvoir présenter cette machine. Il y en a pas d'autres qui volent au monde. C'est la seule et unique qui vole au monde. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe, parce que c'est vrai que c'est une terrible aventure, mais on voit vos yeux plein de malice, et c'est un rêve de gosse aussi. Bon, je vais vous dire qu'on n'a pas fait notre devoir, on s'est fait simplement plaisir. Me dites pas qu'il y en a un prochain en préparation. Oh, on a des projets pour jusqu'en 2040. Hein. Celui-là n'est pas le premier et n'est sans doute pas le dernier. Mais voyez qu'ils n'ont pas fini de nous surprendre. Merci beaucoup en tout cas pour tout le plaisir que vous nous donnez à avoir volé cet avion, et puis qu'on va voir donc dans tous les meetings en France et à l'étranger. Ouais. Je pense qu'il va faire un tabac en Angleterre. La prochaine sortie, c'est dans un petit mois, c'est pour les 40 ans de l'aéroclub de Luçon. De Chanel ou Vaureuil. Luçon-Chanel, oui. Et on va essayer normalement de le faire poser là-bas. C'est un peu juste, mais on va essayer de le faire. La piste est petite à Chanel. Oui, mais avec une bonne précaution d'approche, on devrait y arriver. Je crois que c'est le 20 mai. Et 8 jours après, on est dans le plus gros making européen, c'est la Ferté-Alais. La Ferté-Alais chez Jean Salis. Samedi dernier, c'était l'inauguration, mais je crois que la Ferté-Alais, ce sera la consécration. Merci beaucoup Michel Bogart, merci à vous de votre attention. On se retrouve sous peu pour un nouvel UMAG. Salut.